Salut mes petits farfadets nostalgiques, j'en ai parlé bien des fois sur cette chaîne, mais je me rends compte que je n'ai jamais consacré une véritable vidéo à mon premier Strange, le fameux numéro 107 de novembre 1978. Le numéro qui me contamina définitivement à la sauce Marvel, le Big Bang de ma passion, le moment Origins d'Amazing Geek. Je suis né dans les années 70 et fort logiquement j'ai commencé à consommer de l'image aux alentours de 1978-79. À la télévision, j'étais déjà séduit depuis mes 6 ans par le dessin animé de l'araignée qui passait depuis février 1977 sur TF1, mais également par la série télévisée de Hulk qui était diffusée sur le petit écran en 1980, tout comme le dessin animé des 4 Fantastiques, et non, aujourd'hui je ne passe pas le jingle. Mais l'araignée était mon préféré bien entendu, et j'avais eu sa panoplie, et même une poupée Migo que j'ai conservée bien précieusement jusqu'à nos jours, et que je vous montre là avec une ostentation virile. Et puis j'avais été totalement enthousiasmé par l'album géant de Sage Édition, appelé Superman contre Spider-Man, que mon père m'avait offert en 1979. Il y avait donc bien chez moi les bases d'une culture marvelienne, mais il fallait le déclic et il arriva durant le printemps 1981 quand mon cousin me donna son Strange 107 qu'il m'autorisait jusqu'à présent à lire chez lui depuis les années 78. Et forcément, tout est lié à l'épisode percutant de Spider-Man dont les dessins de Ross Andru m'avaient déjà séduit dans l'album Sage Édition. Ta gueule! Le Strange 107 s'ouvre avec un épisode de Daredevil, et oui je dis Daredevil, comme j'ai toujours appelé dans mon enfance, donc lâchez-moi avec ça dans vos commentaires, et puis commencez pas à m'embrouiller, ça va me prendre la tête, et donc je disais que cet épisode était tiré du Daredevil 110 de juin 1974, écrit par Steve Gerber, et dessiné par Jen Collan. On y voit le justicier cornu comme mon beau-frère dans un affrontement contre le Spectre Noir, personnage haut en couleur, je ne sais pas si vous avez pigé la blague. Non, pas franchement. Et ce Spectre Noir s'avère être le Mandrill. L'épisode est l'occasion de nous donner les origines du vilain et de sa partenaire Nekra. On apprend que le père blanc de Mandrill et la mère noire de Nekra ont tous deux été exposés au même rayonnement expérimental. Et hasard de la mutation et surtout grosse subtilité des auteurs, et là c'est du sarcasme, qui mettent les pieds dans le plat avec leurs gros sabots, Mandrill est né avec la peau noire hérissée de poils. Ah! Ouais, Là, on a peut-être dépassé les limites du borderline, en tout cas sans rentrer dans les délires des bobos d'aujourd'hui. C'est quand même super malaisant, comme le disent des bobos véganos. D'autant que la suite du récit nous explique qu'il a commencé à ressembler à un singe au début de son adolescence. Un enfant noir qui finit par ressembler à un singe, je ne sais pas vous, mais moi ça me donne l'impression d'être sur Malaise TV. On peut pas dire que les auteurs ont fait dans la finesse sur ce coup-là. Tu m'étonnes. Pour Nekra, on nous explique qu'elle a le teint vampirique, la faisant paraître blanche pour ses parents noirs. Faut bien l'avouer, la potiote n'a pas bonne mine. Une mine! Et là, ça commence vraiment à focaliser sur la stigmatisation liée à la couleur de peau. Vous ne trouvez pas? non. Je ne sais pas quel est le message que veulent faire passer les auteurs, mais des blancs rejetant leur enfant noir et des noirs rejetant leur enfant blanc... Ça fait beaucoup là, non? Ouais, d'ailleurs, j'ai besoin de faire une pause parce que là, je vais aller me sustenter. Tu veux du pain? Deux ont été ostracisés par leurs amis et, par coïncidence, ils se sont rencontrés quelques années plus tard dans le désert. Et tu sais que quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à quoi ça sert. Passé ce moment de gêne, les auteurs enfoncent le clou avec l'absurdité des pouvoirs de Daredevil. En effet, il arrive à voir le visage du Mandrill avec son sang radar. Quoi? Oui, vous avez bien entendu, les auteurs n'en ont plus rien à cirer de la logique. Daredevil est aveugle, mais il peut voir le visage de Mandrill. Il y a pas mal de choses qu'on dit qui sont pas vraies. La limite des sens se situe donc quelque part entre le visage de Mandrill et les tatouages de sa femme de main qu'il n'a pas pu détecter. Là encore, une piste dans le numéro précédent de Daredevil peut apporter une caution au sens radar apparemment illimité de Daredevil, puisque dans un panneau du numéro 106, après avoir restauré sa cécité, Moondragon, alias Dragon Lune, dit qu'elle a rendu son sens radar précédent plus aiguisé. Vous pourrez aller voir, c'est dans le Strange 102 à la page 18. Franchement, j'en ai rien à foutre. Ok. Sinon, je n'ai rien à dire véritablement sur l'épisode d'Iron Man tiré de l'Iron Man 105 de décembre 1977, écrit par Bill Mantlo et dessiné par George Tuska. Ah bah si, quand même, faut en parler. Midas, le gros vilain barbu rempli d'urticaire, est désormais propriétaire de Stark International, tandis que Tony semble avoir disparu pour aller vivre sa vie tranquille avec Madame Masque. Midas a mis la main sur les actions de l'entreprise en faisant chanter un employé de confiance de Stark, et Nick Fury décide de démasquer le maître chanteur et de prouver l'illégalité de l'acte. Il monte donc un groupe d'anciens associés d'Iron Man pour entreprendre cette expédition. Franchement, c'est pas ouf comme histoire. Si tu cherches de l'histoire de super-héros, bah, je sais pas pourquoi ils ont fait cette histoire. Pour Frodon.
Non, je ne pense pas. En tout cas, c'est pas ouf. Il y a beau avoir le garde du corps, le valet de cœur, Nick Fury et le spectre, ce récit est fade comme les plus belles pages d'un livre de Philippe Solers. On ne va donc pas s'attarder dessus et en venir aux épisodes qui ont déclenché la naissance de ma passion pour le monde de Marvel, les épisodes 129 et 130 de Spider-Man datant de février et mars 74, écrits par Jerry Conway et dessinés par Ross Andrew, mon bisounours à moi. Oh, gentil bisounours, moi je lui fais des bisous, des bisous, des bisous, des bisous de partout. Et rien que le titre déchire sa race, le Punisher frappe 2 fois. En d'autres termes, le personnage du Punisher fait son entrée dans le monde de Marvel. Je rappelle encore que vous pouviez lire une réapparition de cet épisode dans le Spider-Man Classics sorti par Panini Comics en février 2014, parce qu'au moins vous pourrez avoir les onomatopées non censurées par Luke, comme sur cette fantastique image d'explosion. Il y a aussi les impacts des combats qui apparaissent contrairement à la censure lugienne, parce que ouais, l'épisode est une fois de plus gâché par le gommage de tout ce qui pouvait gêner la censure catho-bolchevique de l'époque. C'est insupportable. C'était la mode à l'époque. Inspiré par les polars, Jerry Conway participe à la création du Punisher, ce justicier limite borderline persuadé que la police et que les tribunaux sont impuissants contre les criminels. Ouais, c'est pas faux. Le Punisher fait office de juge, de jury et de bourreau. Il pourchasse et exécute les criminels qu'il considère comme hors de portée de la loi. Si c'est John Romita, senior, qui invente l'apparence du Punisher, c'est Ross Andru qui illustre sa première histoire dans ce récit de l'araignée. Lors de sa première apparition, le justicier à tête de mort est manipulé par le Chacal, son allié costumé, qui lui ferait croire que Spider-Man est un criminel qu'il doit arrêter définitivement. Mais l'araignée prouve au Punisher que son prétendu comparse est son véritable ennemi. Le récit s'ouvre avec le Punisher tirant avec un fusil à commotion cérébrale sur une statue de Spider-Man qui m'avait beaucoup impressionné à l'époque. Il dit au Chacal, qui d'ailleurs ne ressemble en rien à un chacal, avec ses oreilles de chauve-souris, qu'il n'aime pas tuer, mais Spider-Man mérite de mourir. Pouvez-vous imaginer le Punisher aujourd'hui induit en erreur par un gars vêtu d'une tenue un petit peu ostentatoire, genre « Salut, c'est moi le super méchant ?» Non. Pendant ce temps, Spider-Man combat des escrocs et il est déprimé par sa vie en général, un peu comme moi chaque jour. Oh, des bouts. Jonah Jameson lui confie une mission pour obtenir des photos du Punisher. Heureusement, par coïncidence, de manière artificielle, juste après avoir revêtu son costume, Spidey est attaqué par le Punisher. Le tueur au t-shirt tête de mort utilise toujours le fusil à commotion cérébrale et un pistolet à fil qui attache Spidey, c'est-à-dire des armes non létales. Ça vous dérange pas, vous, hein? Le Punisher utilise des armes non létales. Y a pas quelque chose qui cloche? Dans ce qui semble être un argumentaire pour une série Punisher, le justifié dit à Spidey « Vous êtes tous pareils, prêts à utiliser tous les moyens pour prendre le contrôle du public. Drogue, jeu d'argent, opération d'usurier, mais tout est mauvais. » On est ici sur un état d'esprit que l'on retrouve beaucoup dans la société américaine dans les années 70. Une Amérique désabusée par la fin de la guerre du Vietnam, la corruption avec Nixon, bref, une société qui n'a plus confiance en l'État. Mais en fait, ce sont les galères de ce pays. Et nous allons retrouver ces idées dans le monde des artistes. Cette histoire est sortie la même année que Death Wish, et il semble assez clair que le Punisher a été conçu sur le modèle du personnage de Bronson. Pour en revenir à l'histoire, durant le combat entre Spidey et le Punisher, le Chacal se faufile derrière lui et griffe Spidey dans le dos. Le tisseur tombe d'un toit et la chute semble mortelle. Bien évidemment, Spider-Man survit et retourne sur les lieux du combat pour constater que ses ennemis sont partis. Il trouve une arme à feu avec une étiquette pratique en bas de la crosse indiquant où l'arme a été achetée. Bref, Spidey rentre chez lui pour recoudre son costume. Et après quelques scènes de vie de l'univers de Peter qu'on connaît par cœur, on voit le Punisher en train de frapper le Chacal, comprenant que c'est une racaille. Spidey, lui, est allé jusque chez l'armurier, appelé Rice, qui a vendu l'arme au Punisher. Et quand il y arrive, il découvre que Rice est mort. Le Punisher arrive sur les lieux, dont le dynamisme des cases de Ross Andru est époustouflant. Je pense même que c'est cette case qui m'a fait aimer les comics de super-héros. Après la bagarre, les deux antagonistes découvrent qu'il s'agissait en fait d'un coup monté par le Chacal, et ils se séparent lorsque la police arrive. Étant gamin, cet épisode a été pour moi une révélation. Celle que j'aimais les super-héros, j'adorais Spider-Man, et j'étais même fasciné par le Punisher. Ah! Ce dernier est définitivement conçu pour être un méchant atypique, et cela seul le rend intéressant, même s'il y a beaucoup d'incohérences ici par rapport à ses apparitions ultérieures. Et alors, beaucoup de sources contradictoires parlent des origines artistiques du Punisher. Certains disent que le personnage est calqué sur le film de Un justicier dans la ville, sorti la même année que l'épisode 129. Et il semble assez clair que le Punisher a été conçu dans le moule du personnage de Bronson. Tu l'as déjà dit tout à l'heure.
l'heure. Et alors, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Et d'après une interview de Jerry Conway dans Marvel Vision numéro 15, l'auteur a admis qu'il avait pris un peu de Shadow et beaucoup de Mac Bolan, dit l'exécuteur, personnage apparu en 1969, chose qui a été beaucoup reproché à Conway, qu'on a accusé de plagiat. Et pour la petite histoire, en 1974, la Maison des Idées a poussé le délire en prenant à contre-pied les accusations d'arnaque, en interviewant le créateur de l'exécuteur, Don Pendleton, dans la première revue solo du Punisher, le fameux Marvel Preview. Et au niveau du nom, toujours selon Conway, dans Alter Ego 131, il voulait appeler le personnage l'assassin, mais c'est Stan Lee qui l'a changé en Punisher. Chose infirmée dans le blog de Tony Isabella, où il est dit que c'est Roy Thomas et non Stan Lee qui a changé le nom d'assassin en Punisher. Côté couverture, Jerry Conway a déclaré dans Comics Interview 75 qu'il n'avait rien à voir avec la couverture décrivant le Punisher comme un tueur à gages. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que l'année 1974 marque l'apparition de deux des plus célèbres psychopathes de Marvel. Ils diffèrent en tant que héros de ceux créés par Stan Lee et de ses collaborateurs des années 60, plein d'idéalisme. Ces super-héros de l'âge d'argent n'utilisaient jamais de pistolet, de couteau et s'interdisaient fermement de tuer qui que ce soit. Mais dans les années 70, la désillusion s'installe et le succès du brutal Conan le Barbare de l'époque indique que le public de Marvel est prêt à accepter des héros impitoyables pour une période moins innocente. Le monde des comics est prêt pour l'arrivée du Punisher et de Serval, dit Wolverine pour les noobs. Les précédents héros se battaient avec leurs poings et Wolverine ne change pas vraiment dans ce domaine-là, sauf que ses mains contiennent des griffes incassables, affûtées comme des rasoirs, que le petit impulsif n'hésite pas à sortir contre le premier qui lui casse les bonbons. Le Punisher est un justicier qui opère en marge de la loi, il porte des armes à feu et arbore une tête de mort sur son costume et se considère comme un soldat menant une guerre solitaire contre le crime. Et en les introduisant comme des personnages secondaires, Serval et le Punisher sont vite devenus des vedettes. Ces deux anti-héros sont les premiers jalons majeurs d'un nouveau style de super-héros qui explose dans les années 80, les comics sombres et violents. C'était la mode à l'époque. Revenons à notre Strange 107 avec la dernière aventure de Spidey publiée dedans. Il s'agit de l'Amazing Spider-Man 130 de mars 1974, toujours écrit par Jerry Conway et dessiné par Ross Andru, assisté à l'ancrage des messieurs Jack Koya et David Hunt. On y voit Hammerhead rejeter un accord avec le Chacal pour éliminer Spidey. Pendant ce temps, le Tisseur et la Torche Humaine amènent la Spider-Mobile nouvellement terminée pour un essai routier. La baston finale entre l'araignée et Hammerhead est grotesque. Ce vilain est présenté comme une terreur des bas-quartiers et les auteurs de Marvel avaient même poussé le ridicule à faire une association entre Spider-Man et le Docteur Octopus pour démanteler l'organisation de Hammerhead dans l'Amazing Spider-Man 113, vu dans le Strange numéro 100 en avril 1978. Mais c'est assez grotesque quand on y pense. Hammerhead ne devrait pas vraiment pouvoir affronter Spider-Man dans un combat, au moins en ce qui concerne les coups de poing. Si Spidey peut éviter ses coups de tête, Hammerhead est assez normal. Au final, Spidey est assommé par un coup de tête du vilain et lorsqu'il se réveille, il n'est plus là. Et l'histoire se termine avec Peter qui apprend que Tante May doit hériter d'une île au large du Canada qui contient des gisements d'uranium. C'est pourquoi le Docteur Octopus l'a laissé vivre avec lui et maintenant, il va l'épouser. Voilà, je suis très content d'avoir enfin fait une vidéo sur mon premier Strange. J'en ai souvent parlé, mais sans jamais le décortiquer, et aujourd'hui, c'est chose faite. C'est grâce à ce numéro que ma passion pour les super-héros est née, et forcément, l'enjoie vient me titiller la fibre nostalgique de façon intense, à chaque fois que je tiens ce bouquin entre mes mains fébriles et terriblement sensuelles. C'est ce genre de truc que tu as tripoté toute ta vie, et qui te procure un énorme plaisir, coupable et solitaire, mais qui fait tellement de bien par là où ça passe. Joie de l'adolescence, intense émotion devant ce spectacle coloré, le Strange 107 est la base même de ce que nous pourrions appeler l'Amazing Geek Origins. Voilà, j'espère que cet instant aura été aussi agréable pour vous que pour moi. C'était Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube. À très bientôt les geeks. Je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute. Non, Abdel Raouf Dafri. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez.